Bien, bonsoir à tous. 19h30, avant de commencer le conseil, il faut procéder à l'appel des conseillers. Je vais dire un mot concernant un ancien conseiller municipal, M. Guy Anseret, qui nous a quittés il y a quelques jours. C'était ce week-end samedi, le mois. Les obsèques ont eu le samedi, voilà, sur Saint-Patu. Monsieur Anseret était né en 1942, il était âgé de 82 ans. C'était un homme honorable, un conseiller municipal depuis 2020 qui a servi la commune. C'est un monsieur qui a commencé à travailler très tôt, très jeune, hein, je pense de mémoire vers l'âge de 14 ans, parce que j'ai entendu lors des obsèques. Il a servi sous les drapeaux, notamment pendant la guerre d'Algérie. Il a fait partie de la police nationale, puis donc retraité depuis un certain nombre d'années, puisqu'il nous a quittés à l'âge de 82 ans. Donc, pour sa mémoire, pour cette famille, je vous propose de commencer par une minute de silence, si vous voulez bien. Je vous remercie. Bien, je vais procéder à l'appel des conseillers. Madame Citadelle Velin. Présente. Monsieur Benjamin Régnier est absent, il a donné le pouvoir à Madame Citadelle Velin. Madame Nathalie. Présente. Monsieur Michel Claudin. Présent. Madame Marianne Michels. Monsieur Ali Haït Tabet. Bonjour et présent. Madame Coralie Joblin. Présent. Monsieur Benjamin Fémy. Présent. Madame Isabelle Godard. Présent. Monsieur Lionel Baudin. Présent. Madame Nadia Ruas. Présent. Monsieur Lionel Arnaud. Présent. Madame Aurélie Aubert. Présent. Monsieur Fad Rafaki est absent et a donné pouvoir à Monsieur Aïtabien. Donc vous avez bien le pouvoir de Monsieur Rafaki. C'est ça. Madame Silotte Ramassani, présente. Présent. Monsieur Stéphane Isry. Présent. Madame Annie Floch est absente de mémoire, il y a un pouvoir. Oui. Voilà. Monsieur Éric Zuliani. Présent. Madame Isabelle Lusviba. Présent. Monsieur Sofiane Badji est absent et a donné pouvoir à Madame Nadia Ruas. Katia da Silva Zapatero. Absente. Monsieur Olivier Eliassin. Présent. Monsieur Rodolphe Lachaise. Présent. Madame Sabrina Maléjac, absente et pouvoir donné à Monsieur N. C'est bien ça, vous confirmez? Je confirme. Monsieur Bruno N. Présent. Monsieur Thierry Lemaire. Absent normalement, et il a dû prévenir et notamment donner un pouvoir, à moi en l'occurrence. Je regarde si j'ai de façon dématérialisée, peut-être qu'il m'en donne. Pour l'instant, absent avec un point d'interrogation. Madame Virginie Poulizac. Sur un autre chantier, absent, également. D'accord. Monsieur Christophe Delcourt-Fontaine. Présent.
Voilà. Donc, le quorum est atteint. On a ces deux petits sujets donc, à vérifier qui peuvent modifier le nombre de personnes présentes, mais qui ne changent pas la capacité du Conseil à délibérer compte tenu du quorum. Je vais vous faire circuler la feuille d'émargement, les feuilles d'émargement pour signature. Et je vais procéder à la lecture donc, des pouvoirs confirmés. Donc, pouvoir de M. Sofiane Badji à Mme Ruas. Pouvoir de M. Régnier Benjamin à Mme Kelly Citadel-Velin. Pouvoir de Mme Maléjac Sabrina à M. Bruno N. C'est ce que nous avons. Et puis, en dématérialisé, on en a un autre que j'ai vu là. Attendez, pardon. Ouais, le pouvoir de Mme Floch à Mme Godard, donc, qui est arrivé. Et j'ai fait passer deux feuilles d'émargement. C'est une, deux. Une. Bon, ben, vous m'en renvoyez une. Voilà. Donc, je voudrais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien se présenter en qualité de secrétaire de séance? Madame Godard, est-ce qu'il y a d'autres candidats? Monsieur Lassin? Ouais. Bon, bah, Monsieur Lassin et Madame Godard. Est-ce que les gens sont contre? Les gens s'abstiennent. Ouais, un seul. On n'a qu'un seul secrétaire de séance. Donc, Isabelle est pas donc, bon, ce sera Isabelle Godard, le secrétaire de séance. Merci. Je vous demande d'autoriser, pour ma part, j'autorise le personnel administratif à prendre la parole en termes de questions techniques, bien entendu, dans le cadre de cette assemblée. Petit propos introductif, donc c'est un conseil essentiellement technique sur le plan financier, puisque il y a une date fatidique qui approche à grands pas maintenant, qui s'appelle le 31-12. Nous avons été mis dans l'obligation par le contrôle de la légalité de corriger un certain nombre de dispositions qui avaient été prises précédemment et pour lesquelles on nous demande de refaire des validations. On en profite pour passer 2-3 délibérations additionnelles. Il y a une création de poste, il y a l'approbation d'une convention par rapport au cinéma et puis une modification du règlement de l'accueil en périscolaire. C'est à peu près tout, c'est l'essentiel des délibérations. Donc, point numéro 1. Il s'agit de l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 19 novembre 2024. Oui, monsieur Lachaise. Je me permets de rebondir sur ce point. Après lecture et relecture du procès-verbal du 19, j'ai pu constater qu'il n'y avait pas ma question sur la police municipale. Je demande du coup à ce qu'elle soit rajoutée. Votre question sur la police municipale. On va la rajouter. Je ne sais pas si elle y était. On a l'avantage d'avoir les conseils qui sont en vidéo, donc on va reprendre et rajouter donc, votre question et la réponse qui a été apportée. Est-ce qu'il y a d'autres remarques concernant ce point? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Point numéro 2.
Donc là, on rentre dans la partie financière et technique. Je propose de passer la parole à notre adjointe en charge des finances pour ces points. Donc là, il s'agit d'un projet d'un retrait de la délibération numéro 807-10-24 relative à la décision modificative numéro 1. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 8-07.10.2024 du Conseil municipal en date du 7 octobre 2024, vu la délibération numéro 8B-07.10.2024 du Conseil municipal en date du 7 octobre 2024, annulant et remplaçant la délibération numéro 8-07.10.2024, vu le courrier de Monsieur le sous-préfet de Seine-et-Marne en date du 5 décembre 2024 demandant de retirer les délibérations numéro 8-07-10-2024 et 8B-07-10-24 et de reprendre une nouvelle délibération, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, retire la délibération numéro 8-07-10-24 relative à la décision modificative numéro 1 du budget communal année 2024. Pardon, excusez-moi. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Coralie, je vous repasse la parole. Donc là, il s'agit également de retrait de la délibération, c'est exactement la même chose que celle d'avant. Donc retrait de la délibération numéro 8B-07-10-24, annulant et remplaçant la délibération numéro 8 du 7 octobre 2024. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 8-07-10-2024 du Conseil municipal en date du 7 octobre 2024, vu la délibération numéro 8B-07-10-2024 du Conseil municipal en date du 7 octobre 2024 et annulant et remplaçant la délibération numéro 8-07-10-2024, vu le courrier de Monsieur le sous-préfet de Seine-et-Marne en date du 5 décembre 2024 demandant de retirer la délibération numéro 8-10, c'est exactement la même, numéro 8-07, pardon, 10-2024 et 8-07-10-2024 et de reprendre une nouvelle délibération de l'exposé du rapporteur. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, retire la délibération numéro 8B-07-10-24 relative à la décision modificative numéro 1 du budget communal 2024. Pareil, comme la précédente, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Point numéro 4. Du fait du retrait des deux délibérations, il y a une nouvelle délibération qui doit être prise, qui est donc la délibération rectificative. Donc il s'agit de la décision modificative numéro 1 du budget communal année 2024. Vu la loi numéro 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités territoriales, vu l'article L.1612-11 du Code général des collectivités territoriales permettant l'adoption de modifications au budget par l'organe délibérant, vu l'arrêté préfectoral DRCL-BFL-CB-2024-063 en date du 4 juin 2024 réglant et rendant exécutoire le budget primitif principal 2024, vu la délibération numéro 8-07-10-2024 du Conseil municipal en date du 7 octobre 2024, vu la délibération numéro 8B-07-10-2024 du Conseil municipal en date du 7 octobre 2024, annulant et remplaçant la délibération numéro 8-07.10.2024, vu le courrier de Monsieur le sous-préfet de Seine-et-Marne en date du 5 décembre 2024, demandant de retirer les délibérations numéro 8-07-10-2024 et 8B-07-10-24 et de reprendre une nouvelle délibération, considérant qu'il convient de prendre acte des décalages enregistrés par rapport aux prévisions budgétaires antérieures dans le cadre d'une décision modificative,
Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la décision modificative numéro 1 comme suit. Et vous avez le détail derrière les tableaux de recettes, de dépenses, investissements et de recettes, fonctionnement. Je ne ferai pas la lecture, vous comprendrez bien. Donc, qui est contre cette nouvelle délibération, donc qui vient en remplacement des précédentes, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Madame Joblin, point numéro 5, qui continue de s'avancer. Donc, décision modificative numéro 2 du budget communal année 2024. Vu la loi numéro 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités territoriales. Vu l'article L.1612-11 du Code général des collectivités territoriales permettant l'adoption de modifications au budget par l'organe délibérant. Vu l'arrêté préfectoral DRCL-BFL-CD 2024-063 en date du 4 juin 2024 réglant et rendant exécutoire le budget primitif principal 2024, considérant qu'il convient de prendre acte des décalages enregistrés par rapport aux prévisions budgétaires antérieures dans le cadre d'une décision modificative, vu l'exposé du rapporteur au conseil municipal après en avoir délibéré, approuve la décision modificative numéro 2 comme suit. Pareil, je vous laisse prendre acte du tableau qui vous a été remis sur les dépenses et recettes d'investissement et pareil, dépenses et recettes de fonctionnement. Donc, il y a une histoire de centimes en fait sur les recettes de fonctionnement notamment et un petit décalage sur les investissements suite à un appel de fonds. Qui est contre? Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Alors, je continue sa décision modificative numéro 2 du budget annexe du centre médical des sources. C'est notamment suite à un appel de fonds pour les travaux qui ont été faits sur le parking des sources. Donc, vu la loi numéro 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités territoriales, vu l'article L.1612-11 du Code général des collectivités territoriales permettant l'adoption de modifications au budget par l'organe délibérant, vu l'arrêté préfectoral DRCL-BFL-CD 2024-063 en date du 4 juin 2024 réglant et rendant exécutoire le budget primitif principal 2024, vu la délibération numéro 9-07-10-2024 du conseil municipal en date du 7 octobre 2024 prescrivant la décision modificative numéro 1, considérant qu'il convient de prendre acte des décalages enregistrés par rapport aux prévisions budgétaires antérieures dans le cadre d'une décision modificative, vu l'exposé du rapporteur du conseil municipal après en avoir délibéré, approuve la décision modificative numéro 2 comme suit. Et donc pareil, je vous laisse prendre connaissance du budget, des modifications dépenses, investissements, recettes, dépenses fonctionnement, recettes, fonctionnement pour le budget annexe du centre médical des sources. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Tu continues? Donc là, en fait, il s'agit d'autoriser en fait des dépenses par anticipation en investissement, ce qui se fait couramment. Donc, autorisation d'effectuer par anticipation des dépenses d'investissement, budget principal année budgétaire 2025. Vu l'article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales, considérant que la collectivité peut prendre une délibération permettant d'engager des dépenses d'investissement avant le vote du budget, conformément aux dispositions de l'article L.1612-1 du CGCT,
considérant qu'il est possible, conformément au texte, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement 2025 dans la limite de 25% des crédits inscrits au budget de l'exercice 2024, hors reste à réaliser et remboursement de la dette. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise monsieur le maire engagé, liquider et mandater les dépenses d'investissement 2025 avant le vote du budget 2025 dans la limite de 25% des crédits inscrits au budget de l'exercice 2024 hors reste à réaliser et remboursement de la dette. Je vous laisse prendre connaissance du petit tableau qui est au dos sur les chapitres 20 et 21 avec les montants des dépenses par anticipation sur ces deux chapitres. 20 et 23. Donc en fait là-dessus, vous avez deux écoles en fait au niveau budget. Une première qui consiste à dire que le budget doit être voté de façon à ce que la collectivité ait les moyens de vivre, de survivre et d'investir à partir du 1er janvier. Beaucoup de communes ne fonctionnent pas comme ça parce qu'on leur offre la possibilité d'aller jusqu'au 14 ou 15 avril qui est l'ultime date. Et auquel cas, il va bien falloir tourner pendant un trimestre, payer les salaires, les dépenses, etc. Jusqu'à présent, Saint-Pathue était plutôt dans cette dernière matrice. Bon, moi, j'y suis pas spécialement favorable, comme on est sur courir après un certain nombre de choses, donc on avance comme ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'on aura la matrice budgétaire définitive pour vous la présenter. Mais donc il nous faut en attendant donc, cette délibération pour pouvoir fonctionner à partir du 1er janvier. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le suivant. Donc, là en fait c'est la même chose mais sur le budget annexe du centre médical des sources, puisque ça va de pair. Donc autorisation d'effectuer par anticipation des dépenses d'investissement, budget annexe centre médical des sources, année budgétaire 2025. Vu l'article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales, considérant que la collectivité peut prendre une délibération permettant d'engager des dépenses d'investissement avant le vote du budget, conformément aux dispositions de l'article L.1612-1 du CGCT, considérant qu'il est possible, conformément au texte, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement 2025 dans la limite de 25% des crédits inscrits au budget de l'exercice 2024, hors reste à réaliser et remboursement de la dette. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise monsieur le maire engagé, liquider et mandater les dépenses d'investissement 2025 avant le vote du budget annexe centre médical 2025 dans la limite de 25% des crédits inscrits au budget de l'exercice 2024, hors reste à réaliser et remboursement de la dette. En fait, c'est le même exercice que pour le budget de la collectivité. Donc, même protocole, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 9. Donc, normalement, c'était M. Régnier qui devait vous le présenter, mais n'a pas pu se rendre disponible pour ce dernier conseil de l'année. Donc, très simplement, donc, il s'agit d'une modification du règlement intérieur de l'accueil de loisirs, de la restauration scolaire et des études surveillées, donc ce qu'on appelle le périscolaire. C'est une modification du règlement qui est à l'avantage des familles et des utilisateurs de ce service, puisque jusqu'à présent, pour dire les choses de façon synthétique, le défaut d'une famille était facturé 3 fois la prestation. Ça, c'est pas nous, c'est comme ça, c'est dans le règlement. Ça a posé pas mal de difficultés ces derniers temps, à tel point qu'il y a eu donc une réflexion qui a été menée, une petite étude sur ce que faisaient les voisins, les communes voisines notamment, et puis il est proposé non plus de facturer 3 fois, je dirais, le repas pas pris ou
l'étude pas faite mais pas inscrite, à chaque fois qu'il y avait un défaut là-dessus entre j'inscris mon enfant mais il ne vient pas ou j'inscris pas mon enfant mais je le laisse, on n'allait pas jeter les gamins dehors en disant tu n'es pas inscrit à la cantine donc tu ne manges pas, voilà. Donc derrière ça se soldait par des débats avec les parents, des débats avec les familles, donc on passerait de x3 à une fois et demi, c'est-à-dire diviser par 2 la pénalité quelque part pour ce dysfonctionnement résultant, allez, on va dire, d'un petit oubli des familles. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet ou pas? Donc c'est plutôt favorable aux familles. Oui, juste peut-être une question, peut-être pour faciliter, je ne sais pas s'ils sont nombreux, mais pour faciliter aussi pour le personnel administratif. Il y a certainement des gens par omission donc, qui oublient, je pense que ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois dans l'année, et puis après il y a des récurrents, est-ce qu'il y a des gens en permanence qui effectivement mettent leurs enfants, qui ne respectent pas, et là est-ce que peut-être il y aurait, à des fins pédagogiques, peut-être des mesures différentes à prendre pour, je n'ai pas d'idée précise sur la question dans le sens où je ne sais pas s'il y a des cas, en tout cas, voilà, il faut se questionner, qui s'est déjà questionné dans d'autres lieux. C'est comme dans tout, hein, il y a des spécialistes. Voilà, là, sincèrement, je n'avais pas prévu la question, donc j'ai pas en tête. Il faudrait regarder avec les services, mais il y a des gens qui sont pécuniers, des retards, des dysfonctionnements, qui sont abonnés aux pénalités, plus que d'autres. Je ne pense pas qu'ils soient très très nombreux, mais voilà. Comme ça, sincèrement, je ne peux pas répondre à la question. Je ne sais pas si un des adjoints a la réponse à l'esprit, mais ou un des collaborateurs au niveau de la mairie, il y a des gens qui reviennent souvent. Oui, Madame Rollin qui signale qu'effectivement on a des gens un peu récurrents. Mais comme partout. Comment? Comme dans tout. Oui. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le point numéro 10. Alors c'est une convention unique qui se remet en place systématiquement. Cette fois-ci pour 2 années, c'est une convention avec le centre de gestion pour bénéficier d'une assistance technique sur tous les métiers et la sophistication du statut d'agent public territorial. Donc on a besoin d'avoir de temps en temps une aide extérieure et on a au niveau du département ce centre de gestion de la fonction publique qui assiste les équipes à la fois sur des sujets de salaire, sur des sujets juridiques, sur des sujets de mutation, changement de grade des différents agents. Et je vous assure que c'est assez pointu, comme vous pouvez l'imaginer, et comme la France sait faire des choses sophistiquées sur le plan administratif. Donc c'est utile, et donc je vous propose d'approuver la convention unique relative aux missions optionnelles de centre de gestion et de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne. Donc je vais vous donner lecture du texte, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives de la fonction publique territoriale et notamment les articles 22, 23, 1, 24, alinéas 2 et 25, vu la convention unique pour les années 2025 et 2026 relative aux missions optionnelles du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, vu la délibération du conseil d'administration du centre de gestion de Seine-et-Marne du 18 novembre 2024 approuvant les termes de la convention unique relative aux missions optionnel du centre de gestion de Seine-et-Marne, considérant l'exposé des motifs ci-après,
loi du 26 janvier 1984 prévoit le contenu des missions optionnelles que les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont autorisés à proposer aux collectivités affiliées ou non affiliées de leur département. Que ces missions sont détaillées aux articles 23.1,24 alinéas 2 et 25 de la loi précitée, que leur périmètre couvre les activités de gestion des archives communales, de conseil, de formation en matière d'hygiène et de sécurité, de gestion du statut de la fonction publique territoriale, de maintien dans l'emploi des personnels inaptes, l'application des règles relatives au régime de retraite CNRACL, non CI, c'est pareil. Que l'accès libre et révocable de la collectivité à ces missions optionnelles suppose néanmoins un accord préalable valant approbation, que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne en propose l'approbation libre et éclairée au moyen d'un seul et même document cadre dénommé convention unique, que ce document juridique n'a de portée qu'en tant que préalable à l'accès à une, plusieurs ou toutes les prestations optionnelles proposées en annexe, que la collectivité co-contractante n'est tenue par ses obligations que les sommes dues qu'avec la due production d'un bon de commande ou d'un bulletin d'inscription aux prestations de son libre choix. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, donc je vous propose d'approuver la convention unique pour les années 25 et 26 relative aux missions optionnelles du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne. Autorise par conséquent monsieur le maire à signer la convention et ses éventuels avenants. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Je vous en remercie. Ensuite, donc, on a un projet de délibération du conseil municipal pour modifier le tableau des effectifs et la création d'un poste d'adjoint technique, donc à temps complet en termes de nomenclature. Et le motif, c'est la création d'un emploi d'opérateur projectionniste, donc pour le redéploiement et la mise en service du cinéma du centre culturel des Brumiers. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, le Code général de la fonction publique, la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, vu l'article 34 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, en vertu duquel les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, considérant qu'il s'avère indispensable d'ajuster le tableau des effectifs à l'activité du service public, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide les modifications suivantes au tableau des effectifs des emplois permanents. Création, donc dans la filière technique, un poste d'adjoint technique à temps complet, motif création d'un emploi d'opérateur projectionniste, modifie ainsi le tableau des emplois permanents de la commune, donne tous les pouvoirs à monsieur le maire pour signer tous les actes à intervenir en vue d'une bonne application de la présente. Précise que la dépense est inscrite au budget 2025. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Delporte. Juste pour m'éclairer, mais si c'est la création d'un poste, ça veut dire que précédemment, qui est-ce qui occupait ce poste? Personne. Ouais. Très bien. Personne. Pour l'organisation, donc ce que nous avons prévu, donc là, à l'heure où je parle, on est vraiment dans les derniers mètres de l'obtention de la carte grise de notre salle de cinéma, puisque l'on avait un outil que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, mais qui n'avait pas d'autorisation d'exploiter. Et le système qui avait été mis en place avec l'association des fonds greniers, puis la régie ciné rurale. Et donc là, on passe en exploitation directe. Après étude, analyse avec les services financiers, on a décidé de passer sur un système de régie plutôt qu'un budget supplémentaire comme le centre médical. C'était les deux options qu'on avait, donc on passe en régie. Et on attend pour la fin du mois de janvier l'immatriculation auprès du Centre national de la cinématographie qui nous permet cette fois-ci d'acheter les films. Et donc il va nous falloir du monde pour faire tourner le bâtiment. On a un collaborateur que certains d'entre vous connaissent qui s'appelle Xavier Brière, qui est à la commune, qui a deux jobs à la mairie. Il a un premier où il est au service communication depuis quelques années. C'est quelqu'un qui connaît assez bien le sujet, le service et le centre
culturel des Greniers, puisque c'est lui qui officie aussi en tant que technicien quand il s'agit d'aller tester du matériel et mettre en place un certain nombre de choses. Et puis c'est lui qui tient la bibliothèque 2 jours et demi par semaine, c'est ça, 2 jours et demi par semaine. Donc lui, il va être affecté à temps plein sur le centre culturel, et compte tenu de ce que nous prévoyons en termes de projection, du nombre de films et de séances, etc., donc il nous faut 2 projectionnistes pour jouer l'opération. Et selon toute vraisemblance, 2 et demi, mais 2 plein temps professionnels, formés, opérationnels sur l'opération. Voilà. Et donc il y a une différence de coût importante entre le système précédent et donc celui qui va être mis en place. On pourra le savoir peut-être qu'à posteriori en fonction du rendement. Vous avez une prévision sur le sujet? Alors oui, on a la prévision, vous allez avoir donc, le salaire de M. Xavier Brière, le salaire du projectionniste, et puis donc la convention qui est d'ailleurs le point suivant, sur l'accompagnement technique sur la sélection des films et le conseil sur tous les éléments pour nous apprendre à gérer ce sujet-là, sachant que auparavant, ça coûtait rien. On mettait gratuitement le centre communal, le centre culturel des Greniers à disposition de l'association du Foin ou des Amis du Foin, je ne sais plus la nomenclature exacte de l'association, qui elle le mettait gratuitement à disposition de Ciné Rural, qui elle encaissait le prix des places. Voilà. Donc là, on a changé le prix des places, on va changer la cadence, on va changer la communication, et selon toute vraisemblance, d'après nos premières prévisions, ça devrait bien se passer. C'est l'objectif. Maintenant, vous dire combien on fera d'entrées, pour l'instant, on ne sait pas, on verra ça. Maintenant, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que par Ciné Rural, si vous voulez, on devait tourner en moyenne sur 2600 entrées à peu près par an. Et là, on est plutôt sur au-dessus de 30 000, avec même l'envie d'aller tutoyer les 40 000, peut-être les déplacer. Alors, une question encore qui m'arrive. Alors, je vous prie de m'excuser puisque je ne vous ai pas salué en arrivant. Alors, monsieur le maire et notre cher collègue, j'ai oublié de vous saluer, donc je le fais maintenant, parce que je suis dans l'élan de réflexion. En revanche, oui, alors on passe quand même d'une fréquentation de 2500 sur une prévision de 30 000. Voilà, même en multipliant par 2 ou par 3 peut-être les projections, c'est ça. Ça paraît quand même assez optimiste comme prévision. Vous avez quand même une progression importante pour financer le système. Aujourd'hui, Ciné Rural intervient avec 3 films, donc 3 séances, une fois par mois, en moyenne. Sachant que cette année, les projections se sont arrêtées au mois de juin et ont repris au mois de septembre, je crois. Voilà. Nous, on parle de faire des séances le mercredi, alors toutes les semaines, donc 52 semaines par an, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et d'avoir un minimum de 3 films, 4 films. Donc voilà, les spécialistes qu'on a interrogés sur la question étaient bluffés par à la fois l'équipement que nous avions et son utilisation. Voilà, mais bon, j'ai envie de vous dire, on va voir. Hein. Après, on peut penser raisonnablement, si vous voulez, que toutes les villes qui sont à 10 minutes de Saint-Batu peuvent être intéressées par notre programmation cinématographique.
Parce qu'après, vous avez une autre solution, vous prenez votre voiture, vous faites 40 km, aller-retour. Éventuellement, vous payez du parking quand vous allez sur Disney. Et puis, vous avez la place de ciné à 12, 14 euros, 15 euros par personne. Quand nous, au plus cher, vous serez à 7 euros. 7 euros, parking gratuit, éventuellement pas de voiture. Allez, 1,5 km grand max. Retour 3 km chez vous. On pense que ça devrait intéresser les gens. Oui, non, qu'on ne se mette pas sur mon propos. Non, mais... J'étais pour encourager justement l'investissement, notamment sur la culture en général, et à questionner le cinéma en termes de culture. Mais, donc au contraire, c'est dans ce sens-là, mais en tout cas, de passer de 2500 fréquentations effectivement à 30 000, ça veut dire que, est-ce qu'au sein de la population, il y a toujours des récurrents qui vont venir effectivement voir les films qui se déplacent? C'est souvent une minorité, ce sont souvent les mêmes. Est-ce que la population permettra de nourrir ces 30 000 fréquentations? Point d'interrogation, effectivement. En revanche, il faut l'élargir, ça veut dire qu'il faut avoir aussi un programme de communication auprès des autres communes, etc. C'est ce qui est prévu et que nous commençons à faire, sachant qu'on vise, si vous voulez, je disais, on est en train de travailler, on a travaillé sur ce qu'on appelle les courbes isochroniques pour déterminer les communes qui sont susceptibles d'être intéressées. On va jusqu'à Nanteuil-le-Loing. Passé Nanteuil, vous avez plus vite fait d'aller à Crépy. On va dans l'Oise jusqu'à Senlis. On va dans l'Oise jusqu'à Senlis. Il n'y a pas de cinéma à Senlis, il n'y a plus de cinéma à Senlis, et quand vous habitez Senlis, il faut aller au cinéma à Chantilly. C'est pas forcément facile pour tout le monde, et la distance, vous faites quasiment aussi vite de venir ici. Entre nous et Senlis, il y a quand même un certain nombre de villes qui peuvent être intéressées, même s'il y a la N2 à franchir. Alors déjà, sans franchir la N2, vous avez la Nîmes-le-Sec, vous avez le Plessis-Belleville, vous avez toute la... jusqu'à Nanteuil, donc à Bécogne, Chenevière, je ne sais plus le nom de toutes les communes. Vous avez Dammartin-Autis, qui ne sont pas des petites villes, et qui ont tout intérêt aussi à venir à Saint-Patu plutôt qu'à Hérouville. La distance est quand même sympa. On peut aller après jusqu'à Poinchard. Poinchard, il peut basculer à Meaux, mais Montgé, enfin, il y a 7 communes aux alentours. Saint-Soufflet, oui, donc normalement, si vous voulez, on a un bassin de population. Encore une fois, les spécialistes que nous avons interrogés, 2 personnes spécialisées là-dedans et qui nous ont dit pareil au niveau du nombre d'entrées. Donc, mais on verra une fois au pied du mur. Hein. Ouais, puis on va faire de la pub. Vous savez, si on a lancé la page Esprit voisin avec les communes limitrophes, c'est avec une raison particulière aussi. C'est on communique les événements intéressants pour notre population qui se passent dans les communes d'à côté, et en échange, on va proposer aux communes d'à côté de communiquer sur les événements qui se passent chez nous et qui ne rentrent pas en concurrence. On est les seuls à avoir un cinéma. Et on a un cinéma, sincèrement, pour les spécialistes qui se sont déplacés, auditer la salle, le matériel, etc., ils ont tous été unanimes en disant mais c'est waouh, quoi. C'est un truc top. Donc le reste, pour nous, elle va fonctionner. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Convention d'assistance et de programmation, donc c'est dans la suite, on s'associe aussi les services d'un prestataire extérieur pour une durée d'1 année pour nous accompagner dans la démarche, à la fois de devoir nous donner accès au catalogue, nous aider dans la sélection des films et nous guider dans la programmation, la communication et toute la technique qu'il y a autour des cinémas. Donc vous avez la convention, on a encore une discussion en cours avec lui parce qu'à la requête d'un des adjoints, on voulait une clause un petit peu plus dure et plus en faveur de notre commune. On a commencé à discuter, qui est validé oralement mais pas encore validé par écrit. Je vous en donne simplement la teneur. C'est qu'on a rajouté une clause de pénalité
disant que aujourd'hui on fait 3000 entrées, que si jamais avec son assistant, son aide, son intermédiaire, on fait moins de 10 000 entrées, la rémunération qui est de 800 € par mois, elle tombe à 500. Voilà. Donc ça, pour l'instant, verbalement, c'est accepté, c'est pas signé. C'est pour ça que je reste sur la première rédaction, mais on devrait améliorer les choses dans l'intérêt de notre collectivité dans ce sens-là. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité et je vous remercie. Et donc, il s'agit des comptes rendus de délégation. Donc, deux décisions qui ont été prises. L'encaissement d'un chèque de 199 € parce qu'il y a eu une vitre cassée au centre des Bruniers lors d'un événement mariage, je ne sais plus ce qui avait été le mariage. Voilà. Et donc, ça doit être la franchise. Voilà. Et puis, une décision concernant la signature d'un marché public d'assurance avec la compagnie SMA CL concernant donc la prolongation des assurances de la commune pour notamment les flottes de véhicules, les responsabilités, les protections fonctionnelles, les protections juridiques des collaborateurs. Voilà, qui est renouvelé à compter du 1er janvier 2025. Pour une durée d'une année, renouvelable 3 fois suite à un appel d'offres qui s'est fait en bonne et due forme, mais dont le résultat m'a un peu surpris. Pour qu'on regarde à l'occasion, parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui répond. Ouais, donc comme on interroge les assurances, il y en a plein qui répondent. Comme ça. Je vous propose d'abord de passer la parole aux représentants des oppositions si vous avez des questions. Monsieur Lachaise, oui. Vous avez fait, durant les définitions qui ont précédé, des modifications sur les caméras de surveillance. Est-ce qu'elles sont toutes opérationnelles? Est-ce qu'il y en a d'autres à rajouter C'est le bris de glace. Oui, donc il y a une intervention qui va se dérouler au mois de 20 janvier sur la commune, sur la totalité des caméras que nous avons, donc, qui ont simplement un problème de relais. C'est simplement ça. Donc il y a la société là qui va intervenir sur la commune pendant 15 jours, 3 semaines, avec à l'issue logiquement 3 caméras supplémentaires. Où on dit. Juste une dernière question sur les chiens, parce que j'ai des habitants qui me remontent certains faits où la police n'intervient pas sur certains chiens qui sont des monosoïdes et qui devraient être muselés et tenus en laisse courte. Mais certains habitants sont eux appelés par la police en disant que leur chihuahua ne convient pas aux règles de sécurité. Non, j'exagère le trait, mais c'est des petits chiens, pas des monosoïdes. Donc, logiquement, il y a une délibération qui va se faire et on va peut-être, j'espère, signer une convention avec les 30 millions d'amis pour éventuellement trouver une solution au niveau des chiens et des chats que nous avons sur notre commune. Donc j'espère au prochain conseil présenter cette délibération. Je vous remercie et j'ai juste une dernière remarque, pas une dernière question. Par rapport au conseil qui se tient aujourd'hui, je trouve ça assez remarquable mais pas dans le bon sens, de faire un conseil entre deux fêtes, entre le 1er janvier et le Noël de cette année. Je trouve ça c'est exagéré, surtout sur un point aussi important, et vous l'avez précisé, on n'était pas assuré d'avoir le quorum.
sur un point aussi important, bon, le point est important, on a une obligation légale, il y a eu des coquilles de fait sur des délibérations précédentes. Il faut savoir que la gestion de la commune nous vaut d'être sous très haute surveillance de beaucoup de services à Meaux, à Melun, et que donc dès qu'il y a une virgule qui ne va pas dans une délib, on se fait retoquer. Alors ça prend un peu de retard, d'inertie, et puis là on avait un courrier du préfet nous disant avant le 31-12, monsieur, il faut faire ça. Bon. Après, monsieur, je veux dire, moi j'ai dit aux équipes, ok, avant le 31-12, si on n'a pas le quorum, on fait quoi? Je veux dire, on aurait reconvoqué dans les 3 jours qui suivent, voilà, on aurait mis les moyens pour être dans les clous par rapport à ce que nous demande le contrôle de la légalité, la préfecture, etc. J'en suis le premier désolé, hein, moi aussi j'ai autre chose à faire que d'organiser des conseils le 30, de mobiliser les équipes, de savoir est-ce qu'on va avoir le quorum, pas le quorum, voilà, c'est pas le loisir préféré des équipes, y compris des équipes administratives. Monsieur le maire, dans le prolongement de cette question, effectivement, je vais en profiter pour apporter peut-être une rectification sur une ambiguïté. Lors du conseil municipal du mois de septembre, lorsque je suis intervenu pour questionner justement déjà des délibérations qui avaient été retoquées, tout en prenant en considération et conscience que lorsqu'on vient d'arriver sur un mandat, et notamment en cours, il y a un apprentissage à faire. Donc voilà, c'est en se trompant qu'on apprend, il n'y a pas forcément de quoi polémiquer profondément. En revanche, et à travers ce sujet, j'ai quand même questionné la qualité de la DGS en place, par l'intermédiaire aussi de nos petits camarades. C'est une question. En revanche, l'ambiguïté est venue que j'ai eu un retour que éventuellement l'administration en général aurait pu se sentir attaquée. Il n'en est rien, bien entendu. Je suis plutôt un fervent défenseur du service public, car ce sont les seuls garants de services d'équité et de maîtrise des coûts, en tout cas de différents sujets. On va vous faire un développement si on prend EDF, etc. et ainsi de suite. Donc il s'agit effectivement de lutter là où l'administration est parfois attaquée par certains politiques, remis en question, critiqués, alors que c'est le fonctionnement politique qui génère les maux au sein de l'administration. Il convient effectivement pour rectifier qu'il n'y ait pas d'ambiguïté possible, de défendre, de protéger l'administration et de faire en sorte qu'elle fonctionne au mieux. Voilà. Je vous remercie d'éclaircir sur ce point parce que dans votre précédente intervention, ça n'avait pas été si clair que ça, y compris dans vos écrits, puisque nous avons publié sur le magazine Sympathu, Info, les propos donc, de chacun des groupes d'opposition. Voilà, moi là, les délits en question, si vous voulez, en plus, n'émanent pas du service particulier de la DGS, ce sont des délits strictement techniques, tactiques, financières, et vous avez vous-même dans votre groupe quelqu'un qui était adjoint aux finances. Je peux vous dire que le premier rendez-vous que j'ai eu avec les services de la Direction Générale des Finances Publiques, avec Madame Rollin qui était présente à mes côtés, voilà, on m'a fait comprendre qu'on était sous très haute surveillance. C'est pas nous, c'est pas notre équipe. Hein. Nous, on venait d'arriver, moi j'étais là depuis 4 jours. Hein. Mais surveillance de Meaux et surveillance de Melun aussi. Parce qu'à un moment donné, on m'a dit, monsieur, ça il faut nous prévenir en urgence parce que Melun s'inquiète. Mais Melun dit oui, votre dossier il n'est pas que sous la surveillance de Meaux, il est aussi sous la surveillance de Melun. Par ailleurs, on s'est rendu compte sur les premières délibes qui ont été, pour certaines, retoquées par le contrôle de la légalité, que ce que nous avions pris était strictement identique à ce qui était pris avant. Sauf qu'avant, ça passait,
Et maintenant, ça passe pas. Voilà, donc bon, on s'adapte, je veux dire, c'est pas très grave, je veux dire. Et puis bon, vous nous avez dit, enfin moi il m'est souvent reproché d'être pragmatique et puis de ne pas connaître ou pas savoir. La dernière fois, vous m'avez reproché l'augmentation des prix du marché de Noël et l'organisation du marché de Noël. On n'a pas encore tiré le détail des comptes, mais ça s'est a priori pas trop mal passé. Sur 2 jours, ça a coûté 17 000 €, d'accord, opéré par la commune et par le personnel communal. Quand c'était sur un jour, avec du bénévolat et donc subventionné par l'association du foin au Morbier, c'était 21 000 €. Donc pour une journée. Donc là aussi, si vous voulez, il y a des choses moi, que je découvre, que j'apprends. Une journée avec du bénévolat, 21 000 €. 2 jours payants avec des spectacles, des machins, etc., 17 000. Je ne sais pas, j'ai pas fini. On vient d'avoir les budgets, les machins. Je veux dire, on cherche. Mais bon, ça, c'est mon côté pragmatique. On va trouver. Il y a plusieurs choses dans votre propos. Alors déjà, je ne vais pas parler à la place de mes camarades qui sont absents, d'une part, et qui eux ont l'historique, étant donné que moi je ne l'ai pas. En revanche, il semblerait quand même qu'en termes de budget, le budget qui avait été étayé notamment par Thierry Lemaire a été quand même validé par la préfecture, et que le budget qui a été voté dernièrement est conforme à peu près à quelques lignes près à ce qui a été prévu. Donc en ce qui concerne le travail de Thierry Lemaire, visiblement, ça semblerait être quand même relativement dans les clous. Après, il y avait un maire qui précédait, alors on peut polémiquer sur le sujet, je pense que ce n'est pas le sujet, mais effectivement, il y a des questions. Il y a des questions et je vous invite à creuser les sujets et à les rendre publics lorsque vous aurez des éléments. La deuxième chose, je n'ai pas critiqué, je ne sais même pas si c'est moi qui critiquais l'augmentation du coût, je crois que c'est un de mes collègues, mais c'était pas forcément l'augmentation du coût, c'était le choix politique. Vous avez dit que vous êtes très pragmatique, je l'ai cité une ou 2 fois, et l'engagement politique, c'est aussi un engagement de choix politique, de choses vers quoi on veut tendre, de projets communs. Et après, on doit porter d'abord le projet, et ça doit être d'abord le projet qui doit être porté, et ça ne doit pas être le marché qui doit conditionner les projets. Dans ce qui est donc de ce service-là, c'est aussi un service rendu à la population, et c'est un choix politique. Il vous appartient, c'est le vôtre. Il sera questionné à un moment donné, soit par la population, soit par le rendement, parce qu'effectivement, s'il y a une marge qui se dégage, s'il y a effectivement, vous avez bien vu le coup, et tant mieux, et puis on questionnera. Mais l'orientation politique, c'est aussi un choix d'un service rendu à la population, hein, qui peut se questionner. Non, mais c'est tout à fait et totalement et complètement en termes de service à la population. Nous avons mis ça en place et que nous avons réfléchi. Et on fait de même au niveau des cinémas. On a considéré, si vous voulez, que vu les frais d'installation du marché de Noël, c'était dommage de le faire sur une journée. Voilà. Et je voulais même le faire plus parce que dans ma culture, prétention de connaître un petit peu le commerce, une journée n'était pas suffisante. Voilà. Bon, maintenant, on va dans les semaines qui viennent tirer les enseignements détaillés de cette opération et avoir un retour d'expérience sincère et véritable sur chacune des composantes de cette opération pour savoir comment on l'ajuste pour l'année prochaine. Voilà, c'est le but. Mais l'idée, c'est de servir la population. C'est pas d'être rentable. Le sujet, c'est pas la rentabilité. Le sujet, c'est de servir la population. On se méprend pas là-dessus. S'il n'y a pas d'autres points et d'autres remarques, je propose de passer aux questions qu'on a reçues d'abord sur Internet. C'est bon, je passe aux questions. Donc, on a une première question. Nouvelle question pour le conseil municipal de Saint-Patu. Bonjour, nouvelle question pour le prochain conseil via le posté. Voici le détail des informations. Donc ça vient d'un monsieur Perky qui habite rue des Écoles
A priori, il n'y a pas de rue des Écoles à Saint-Patu, donc ça ne doit pas être un résident, mais bon, on va prendre sa question. Bonjour à l'équipe municipale, j'ai l'impression sincèrement que vous êtes en décalage total avec la réalité de notre village aujourd'hui. Donc, a priori, ce monsieur n'habite pas là, mais son village. Nous avons besoin de développement structurel pour nos jeunes afin qu'ils se sentent bien et ne tournent pas mal comme dans nos banlieues. Il faut arrêter votre politique de paysan, mais mettre des structures sportives et d'accueil au niveau. Terrain synthétique, gymnase ouvert pendant les vacances scolaires et proposer des activités. Nous ne demandons pas de construire des immeubles ou de nouveaux pavillons, nous demandons des structures décentes pour que nos jeunes puissent s'épanouir au-delà de nos jardins. Je suis à Saint-Patu depuis 10 ans, donc dans une rue on ne connaît pas. Bon. Depuis 10 ans, à ce rythme, on va vraiment devenir un village de vieux, uniquement une maison de retraite géante, sans rien. Ce n'est pas l'avenir, donc commencez à vous en soucier sincèrement. Bon. Avant de passer la parole, c'est peut-être Nathalie, juste une chose quand même, je suis extrêmement flatté d'être traité de paysan. Ce monsieur ne peut pas imaginer à quel point c'est un compliment qui me va droit au cœur. Le pragmatisme, paysan, machin, c'est des trucs que j'aime bien, c'est des attitudes, des comportements, voilà, ça me va très bien. Et je passe la parole à Nathalie Moine pour répondre à ce sujet donc, de politique associative, sportive vis-à-vis des jeunes. Alors, monsieur, j'ai grandi à Saint-Patu sur terrain de foot synthétique et j'ai pas mal tourné, comme heureusement la très grande majorité des Patusiens. Nous n'avons pas les ressources financières qu'ont les grandes villes et pourtant, grâce à l'engagement de centaines de bénévoles, nous transmettons quand même des valeurs aux jeunes. Parfois, les petites villes, cela a du bon. L'argent et les structures ne sont pas l'alpha et l'oméga pour transmettre aux enfants un cadre. Je crois surtout en la valeur de l'exemple vis-à-vis des enfants, plus qu'un terrain de foot synthétique. Ce qui compte, c'est l'implication de tous et de leur montrer que même sans gros moyens, on peut faire de grandes choses. Il n'y a pas que le terrain de foot synthétique qu'il manque, nous n'avons pas non plus de médiathèque, nous n'avons pas non plus de piste d'athlétisme, nous n'avons pas non plus de piscine, etc., etc. Pourtant, nous devons faire au mieux pour que nous tous, ensemble, nous vivions bien. Et pour cela, nous avons besoin de tout le monde. Des paysans qui ont peuplé notre ville et l'ont façonnée, des ex-citadins venus souvent de banlieue pour vivre ici, des personnes âgées pour leur savoir, des bénévoles pour leur implication et bien sûr des élus. Nous participons de 1000 manières à la politique jeunesse grâce aux pages, aux centres de loisirs, aux associations de la ville. Bien, j'ai une question suivante. Donc on va, je pense, a priori, avoir les questions qui sont arrivées sur la thématique du foot. Hein. Donc on va compléter simplement au fur et à mesure, mais on va reprendre une question complète. Donc là, c'est un monsieur Bond. Jean, pas James, mais qui habite rue du Commandant Le Drian, donc une rue qui n'existe pas sur la commune aussi. Non, Commandant Le Drian. Commandant Le Drian n'existe pas. C'est pas capitaine Le Drian, Commandant Le Drian. Alors, s'il vous plaît, un peu d'attention. Mont-le-Maire, extrêmement déçu d'avoir voté pour vous. Sincèrement, vous pouvez arrêter votre politique de drapeau blanc et faire en sorte que vous cherchiez à développer notre commune, surtout sur la zone d'activité. C'est le futur pour nos jeunes avec des emplois de proximité. Économiquement, cela va nous permettre de enfin développer des infrastructures de qualité en le laissant plus nos enfants jouer dans la gadoue du centre Pluvinage, des parcs à jeux à Caca. Quand allez-vous attaquer ces sujets? 3 points d'interrogation. Étant dans le domaine de la logistique, des entrepôts, poussent à foison dans les communes près de Roissy, pour lesquelles nous n'avons rien à envier. Bon, ce que je peux répondre à ce monsieur, c'est que une grande partie de mon activité, c'est ce qui va, ce qui peut, ce qui pourrait se passer sur Montfort, parce que c'est ce qui
pourra impacter favorablement ou défavorablement notre commune et son développement, pas simplement économique, mais lui donner les moyens de satisfaire le cadre de vie et d'améliorer sur un certain nombre de choses. Donc voilà, on y travaille. Maintenant, ne me demandez pas, s'il vous plaît, de faire en 5 ans et demi ce qui n'a pas été fait en 20 ans, puisque en ce moment, je m'engueule régulièrement avec la société Prologie, qui est propriétaire des terrains sur la zone de Noé-Fort. Mais j'ai des choses qui avancent quand même, puisque dans 15 jours, j'ai rendez-vous en préfecture avec eux sur un certain nombre d'options. Mais voilà, c'est long et ça prend du temps. Ça répond aussi indirectement, parce qu'on a d'autres questions sur le foot, et puis je vois des représentants de l'association sportive du foot à Saint-Patu, et puis on les a vus dans le bureau aussi. Il est clair, si vous voulez, que l'option, la possibilité de réaliser un terrain synthétique passe d'abord par ce qui peut ou peut ne pas arriver sur Noé-Fort. C'est ce qui débloque, la situation de la commune. Et aujourd'hui, dans les dates, si tout va bien dans ce qui est éventuellement possible, on est sur une réalisation de quelque chose sur Noé-Fort qui serait aux alentours de 2027. Donc celui qui vous dit qu'avant cette date-là, il aura les moyens de faire quelque chose d'important structurellement au niveau de la commune, je pense qu'il vous raconte des bêtises. On a déjà connu ça dans le passé. Moi, en tout cas, ce n'est pas ma façon de procéder. J'attendrai d'avoir la possibilité de faire les choses pour les faire. Donc, voilà sur cette question. Je continue. Alors, cette fois-ci, on est sur quelqu'un qui s'appelle M. Berthier et qui habite en code postal 77 230, donc c'est soit Damartin, soit Saint-Marc, soit Mantouillet, ce n'est pas la commune. Voilà. Alors, nouvelle question, là. Entraîneur et licencié dans le club de football de Saint-Patu, j'aimerais connaître votre vision, votre projet quant au développement du club de foot et la création du terrain synthétique. En effet, à l'approche de 2025, comment un club comme le SSPO peut bénéficier de ce genre de terrain permettant une activité sous tous les temps? Pourquoi ne pas envisager un projet de financement ni public ni privé? Merci de votre retour, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Donc, je réitère ma réponse. Je suis désolé, je ne suis pas contre le synthétique. Il y a simplement qu'on n'a pas, comme l'a dit Madame Moine, on n'a pas les moyens aujourd'hui. On les aura peut-être d'ici 2 ans à peu près, en fonction de ce qui va se développer ou pas se développer sur la zone de Noé-Fort. C'est assez basique. Maintenant, moi, je veux bien passer la parole aux représentants des 2 autres groupes d'opposition. Hein. Dans moins de 18 mois, il y a des élections. Donc, si vous voulez déclarer que vous allez promettre un terrain synthétique à nos amis sportifs du club de foot, ne vous gênez pas. Voilà. Et je pense que ils devraient être habitués aux promesses. Ça fait une dizaine d'années qu'on leur en fait, avec une réalisation qui n'est pas venue. Et je vois M. Gosselin au fond de la salle. Je me rappelle de notre première rencontre, notre première entrevue, où vous m'avez dit que de toute façon, si on ne faisait pas, si je ne m'engageais pas à vous faire un terrain synthétique, nous ne pourrions pas être élus à Saint-Patu, parce que de toute façon, il n'y avait que ça aujourd'hui qui fonctionnait. Non mais, attendez, j'ai les jeunes... Ce n'était pas mes propos, mais si vous voulez les... C'est ce que j'avais entendu en tout cas. Donc, mais les jeunes que je croise parfois le soir sur le centre des sources aussi me prennent à partie et me disent, notamment avec les derniers travaux qui ont été réalisés sur ce parking, en disant que c'est une erreur, on aurait mieux fait de mettre ça sur le synthétique. Et à ce moment-là, les jeunes n'auraient pas été là en train de traîner. Il était 23h quand ils m'en parlaient, quoi. Bon, on peut, enfin, tout le monde, même autour de la table, aimerait bien avoir un synthétique à Saint-Patu. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix.
et pas pour avoir, si vous voulez, derrière 3 ou 4 000 contribuables qui viendraient se plaindre de l'état dans lequel nous aurions précipité la commune. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes sous haute surveillance et l'histoire du synthétique nous avait été d'ailleurs mentionnée quand nous avions rencontré la Direction Générale des Finances Publiques dès notre premier rendez-vous. Donc voilà là-dessus. Ouais, en plus. Et donc, Coralie Gobelin, ça fait parole. J'ai fait une petite projection financière quand même pour l'histoire du terrain synthétique, parce qu'effectivement, on va me dire le coût d'investissement en fait, de mise en place de ce terrain synthétique peut être subventionnable. Effectivement, en fonction en fait, de la taille du terrain, en investissement, c'est entre 500 000 et 1 million d'euros. J'ai vu large, ça dépend de la taille du terrain, et c'est subventionnable, on est d'accord. Mais en fait, hormis le coût d'investissement, en fait, c'est le coût de fonctionnement. Et en fait, il faut savoir que pour un terrain synthétique, il y a beaucoup d'entretien à faire, contrairement à ce qu'on croit. Et donc, les projections qui sont faites, alors c'est en plus vu avec des professionnels, hein, d'accord, qu'on soit clair, et c'est qu'une estimation, que ce soit clair. En fonctionnement, le coût le plus bas est de 62 000 euros par an et le coût le plus haut est de 130 000 euros par an. Aujourd'hui, on a un budget de fonctionnement qui est relativement serré, d'accord. Et il faut savoir que compte tenu de la conjoncture actuelle, on ne sait pas quelles seront les recettes demain de la collectivité, des collectivités territoriales en termes de fonctionnement. Donc aujourd'hui, voilà, on est effectivement, je pense qu'il faut se laisser un petit peu de temps pour voir où on peut aller, comment on peut aller, et si on peut y aller sans que ça coûte rien plus tard à la population. Voilà. Si je peux me permettre, juste, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, les frais de fonctionnement pour toutes les pelouses et pour tout l'entretien du complexe sont beaucoup plus élevés que le terrain synthétique. C'est par rapport à ça qu'il faut se comparer, pas par rapport à un coût futur de l'entretien d'un terrain synthétique. Embaucher quelqu'un pour tourner les pelouses, arroser, traiter le gazon, on a quand même entendu cet été que ça coûtait cher et que la commune n'avait pas d'argent pour faire ça. Donc, il ne faut pas se comparer au coût d'un terrain synthétique, il faut se comparer à ce que ça coûterait aujourd'hui si la commune faisait quelque chose. Aujourd'hui, elle ne fait pas grand-chose, la commune, pour l'entretien des pelouses. C'est bien dommage. Nous, on aimerait bien garder un complexe propre avec une pelouse adaptée, mais il n'y a pas de budget. Donc, Monsieur Gosselin, je suis désolé, enfin, la commune a mis pour le foot, écoutez-moi bien, la commune a mis pour le foot cette année 50 000 euros. 50 000 euros. Je peux vous projeter au mur, si vous voulez, le détail des factures. Et quand vous parlez de propreté et d'entretien, je peux vous projeter au mur aussi l'état dans lequel vos adhérents laissent les vestiaires, laissent les installations quand ils s'en vont. Moi, régulièrement, j'ai des problèmes avec les équipes administratives qui me disent ils ne veulent plus nettoyer. C'est pas de terrain synthétique en fait. Vous avez de la terre partout. Vous avez déjà vu les enfants rentrer du foot? Les toilettes qui sont bouchées, c'est terrain synthétique. Non, mais ça... Je peux prendre la parole? Oui, bien sûr. Bonjour, je suis désolée, on ne se connaît pas. Alors, j'ai été joueuse de foot pendant, je crois, 7 ou 8 ans. J'ai joué dans une ville, une commune qui avait 2 terrains, un terrain d'honneur et un terrain d'entraînement. J'ai entraîné avec mon papa les débutants, les poussins, une famille de footeux. J'ai des rappels, des souvenirs de on nettoie ses chaussures avant de rentrer dans les vestiaires, avec les éléments adaptés. Et je n'ai jamais eu de terrain synthétique. De toute mon activité de footballeuse, je n'ai jamais eu de terrain synthétique et ça ne m'a jamais empêché de jouer au foot. Les terrains étaient entretenus quand ils ne pouvaient pas à cause des températures, de la neige, etc. On fermait les terrains et on reprenait après la trêve. Un terrain synthétique, ça existait pour moi dans les grandes communes, mais ça n'a jamais été une nécessité pour nous d'avoir un terrain synthétique. Toutes
toutes les communes ont un terrain synthétique de la même en dessous de la même Toutes les taille, communes de ça va maintenant ont un terrain synthétique. Aller n'importe où. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait des terrains synthétiques dans toutes les communes aux alentours. Ça n'a jamais empêché la pratique du foot. Si c'est 3/4 des communes, et là, nous, le terrain, il n'est pas Mais praticable. vous aurez toujours un terrain synthétique, ok, pourquoi? Pour les matchs? Oui, pour les matchs. Et pour les matchs, d'accord, donc ça n'empêchera pas. Donc tous les entraînements se feront sur le terrain synthétique. Exactement. Toutes les équipes. Et donc les autres terrains, ça. On ne s'en sert plus. Ils seront sur quel terrain actuellement? Le seul terrain qui est éclairé. Oui, il y a un terrain actuellement. C'est pas un terrain, c'est le marécage. Il y a un terrain éclairé, oui, mais il y a de l'entretien à faire, ça, on en est bien conscient. Mais on ne peut pas avoir partout, on en est bien conscient que c'est de l'entretien, un terrain de foot, et qu'il faut comparer, etc. Mais toutes les communes n'ont pas de terrain synthétique. C'est pas possible tout le temps dans toutes les communes. Mais là, c'est par rapport à la taille de Sympathie, c'est de l'association. Et il faut peut-être voir aussi la taille, le budget. En fait, tout simplement, il y a des priorités. Oui, après, ça, c'est la politique. Ça, c'est la politique, bien sûr. C'est de la politique, mais quand vous savez qu'il y a certaines priorités. Dans les écoles, vous n'avez peut-être pas d'enfants. Dans les écoles, il y a certains Vélux qui fuient. Ils travaillent avec de l'eau sur la tête, mais il faudrait leur faire un terrain synthétique d'abord. On entend que les écoles, ça va pas, mais les élèves, quand ils sortent de l'école, ils vont au complexe sportif. Pas tous, monsieur. Beaucoup si, en fait, parce qu'on est 400 licenciés, donc je comprends pas. Le propos, il était très agressif et pas bon. On est soucieux, et je vous l'ai toujours dit. Je sais pas, le maire disait tout à l'heure que l'ensemble de la table ici était, en tout cas, voulait le synthétique. En fait, non, pas du tout. Monsieur Massin, s'il vous plaît, un peu de raison, quand même, c'est un peu de raison. Oui. Je vais vous prendre un élément de réponse par rapport à ce que vous venez de dire, par rapport aux autres communes. La Chambre régionale des comptes, qui a audité, est en train d'auditer le fonctionnement de notre commune, et qui va rendre prochainement son rapport. Dans un de ces éléments, puisque les dépenses envisagées par la commune ont été un petit peu passées à la radio et au scanner, dit que la commune de Saint-Pathu est 5 fois plus et 5 fois mieux équipée en équipement de grand sport que toutes les communes équivalentes d'Île-de-France. Alors, on peut dire que la Chambre régionale des comptes ne savent pas compter, ils ne savent pas comparer, comme ça. C'est mentionné noir sur blanc dans le rapport préliminaire. Donc ils prennent, attendez, et ça se compare, je vous fournirai, écoutez, je vais vous donner le... Non mais il n'y a pas besoin, il faut juste venir au stade en fait, faut juste aller voir. Je pense que là, il n'y a plus besoin de... Là c'est grave, surtout que le terrain d'honneur, 6 000 € ont été... Écoutez, s'il vous plaît, 3 des 5 projets principaux concernent des équipements sportifs. Les données disponibles sur le site de l'Institut Paris Région, l'IPR, qui est un truc normé, vous pouvez éventuellement permettre de considérer que la commune de Saint-Pathu est déjà très bien dotée en équipements sportifs depuis 2015, avec un ratio de 10,17 terrains de grands jeux, football notamment, etc., et d'équipements d'athlétisme pour 1000 habitants contre 9,33 pour les communes limitrophes et 2,14 pour la région Île-de-France. Ça veut dire, comme je vous l'ai dit, qu'on est 5 fois plus et 5 fois mieux équipés que les communes comparables. Moi je le comprends pas vous. C'est juste qu'on parle de superficie, oui. Peut-être qu'en espace on a plus que les autres, ça c'est clair. Bon, écoutez, le foot aujourd'hui a 4 terrains. On a dépensé, voire même investi, pour 50 000 €. Pardon. Quelle municipalité? Nous, principalement. Donc de septembre à là, 4 mois, 50 000 €. Non, pas de septembre. Écoutez, on a la date des dépenses. Oui, mais donc dans la poubelle, en fait, à la poubelle, c'est d'argent. C'est 2024, et moi j'ai souvenir d'avoir validé en juillet de mémoire des dépenses supplémentaires et en août sur le terrain d'honneur. Mais il reste aussi le terrain d'honneur. Comment? Le terrain d'honneur, il n'y a personne qui est venu vérifier ce qui a été fait dessus. Il y a eu 2 matchs officiels de l'équipe première, senior garçon. Nous, on a pris nos prérogatives par rapport à ce qui était demandé avec la municipalité. Le terrain, il n'est pas praticable. Ce qui a été fait sur le terrain d'honneur, je ne sais pas quelle entreprise a fait ça, c'est pas
possible. Je crois que vous, en fait, c'est pour ça que je reviens, il faut venir. Et c'était l'erreur de l'ancienne municipalité qui ne s'était jamais déplacée au complexe sportif, parce qu'il faut venir. Je viens de temps en temps. Oui, non. Donc, oui, mais je parle qu'il faut venir sur les terrains. Je crois que vous avez un décalage. Il faut venir. Et beaucoup savent très bien profondément de quoi je parle. Il faut venir. Il faut venir sur les terrains. C'est plus ça. Après, on va pas. C'est un choix politique. Je vais faire un effort pour venir plus souvent, d'autant plus que le personnel administratif me demande maintenant de me déplacer pour constater les dégâts après que donc, un certain nombre de personnes aient occupé les vestiaires et les toilettes du foot. Donc je vais venir de plus en plus voir tout ça. Monsieur Delporte. Oui, alors il y a plein de questions. Comme vous m'avez sollicité, je prends la parole. Sur l'histoire du terrain synthétique. Alors déjà en préambule, parce que sur votre propos, moi je passe l'année à faire toujours un ternaire entre l'ancien maire, l'équipe qui est là en place, qui m'accompagne, et moi. Donc voilà, j'ai un historique qui est plus récent, on va dire. Sur le terrain synthétique, je crois que c'était assez clair. Nous, lors de la campagne, on a dit qu'on n'avait pas les moyens de le faire et qu'il n'y avait pas de terrain synthétique. Pour cette raison-là, donc on vous rejoint là-dessus, il n'y a pas de polémique possible. En revanche, il y a un autre sujet. Il y a un autre sujet. Ce sujet, moi j'entends un club qui a besoin de pratiquer dans de bonnes conditions. Alors, est-ce que le terrain synthétique est la réponse? Je n'en suis pas sûr. Je pratiquais un peu le football sur des champs de patates. J'ai un niveau faible pour ne pas jouer sur d'autres terrains. En revanche, il y a une vraie question des conditions peut-être de pratique de ce sport. Donc, il faudrait peut-être faire prendre le temps d'un état des lieux plutôt que de s'envoyer finalement des références. Et puis de faire un vrai bilan. Je pense que Coralie a bien eu l'intelligence de parler du coût du fonctionnement, parce qu'il n'y a pas que le coût d'investissement, il y a le coût de fonctionnement. Il faudrait vraiment mettre en balance les deux prestations entre un terrain synthétique, un terrain en herbe et son entretien, et voir ce qui peut être le plus valable. Et un bon terrain, même en herbe, permet la pratique du sport. Alors, ça fait partie peut-être de la question soit de l'entretien, soit de la restauration, de la rénovation du terrain en herbe, du drainage, etc. Il y a plein de questions qui se posent derrière. Et c'est peut-être un vrai sujet parce que c'est un sujet de clivage, c'est un sujet qui oppose aussi des populations. On a l'impression qu'on va avoir une population pro-foot et contre le foot. Alors moi je suis assez indifférent parce que je ne regarde pas la télé depuis plus de 20 ans, mais donc voilà, j'entends les inquiétudes et les besoins qui correspondent finalement à beaucoup d'adhérents. Donc c'est une vraie question qu'il faut se poser, je pense, et de façon la plus objective possible. Non, merci. Et puis, donc je répète, on n'est pas contre le synthétique. On veut simplement, et je veux simplement vous faire remarquer que vous êtes l'association pour laquelle la ville a dépensé et dépense le plus d'argent. Alors ça vous plaît pas, ça vous suffit pas, c'est pas bien, c'est pas ceci, c'est pas cela, j'entends, mais les faits sont là. On a dépensé, investi 50 000 €. Ah. On a dépensé 50 000 €, je peux vous donner le papier, je l'ai là de toute façon, cette année là-dessus. Et l'éclairage du parking, et puis bon, on n'a pas l'intention de baisser les bras, on va continuer à améliorer les choses. Néanmoins, je répète, on fera donc le synthétique quand on en aura les moyens. Et ces moyens vont dépendre essentiellement de comment on arrive à sortir quelque chose sur la zone de nos efforts ou pas. Bon, je continue dans les questions écrites. Donc, pensez-vous, donc là c'est quelqu'un qui habite Poissy aussi, qui n'habite pas la commune. Pensez-vous qu'un terrain synthétique sur la commune de Saint-Pétu motivera plus les jeunes de se présenter à l'entraînement, etc. La majorité pense que oui, merci à vous.
Ensuite, j'ai quelqu'un qui n'habite pas la commune encore, ou est-ce qu'il aurait à chaque fois, en plus quand c'est des gens qui n'habitent pas la commune, on prend les questions, mais ils ont déjà eu cette année la remise ou la suppression de la carte donc extra-communale. Voilà, donc on va en faire ça, monsieur là-bas. Là. Question écrite. Quelle ambition avez-vous pour la jeunesse de Saint-Patu? Pensez-vous, alors il n'habite pas la commune, hein, bien entendu, hein, donc voilà. Quelle ambition avez-vous pour la jeunesse de Saint-Patu? Pensez-vous que le terrain synthétique c'est une bonne affaire pour la jeunesse de Saint-Patu? Cordialement, monsieur là-bas. Voilà. Et puis j'ai deux questions, cette fois-ci, de personnes qui résident sur la commune. Donc un nommé Dublin. Est-ce que la mise en place de nouveaux équipements sportifs tel un terrain synthétique ne permettrait-elle pas de favoriser la dynamique sociale et sportive des jeunes de la ville? Voilà. Et puis une dame, cette fois-ci Madame Poitvin, bonsoir. Concernant le projet de terrain synthétique, est-ce que des fonds pourraient être déclenchés? Ou du moins la rénovation totale des terrains, notamment des terrains d'honneur, car ce n'est pas une rénovation qui a été faite, mais un simple entretien. S'il vous plaît, un simple entretien. Aussi, est-ce que les agents pourraient entretenir régulièrement les terrains de foot, qui sont des infrastructures municipales SVP? Merci à vous. Et je vous remercie par avance pour vos réponses à ces multiples questions. Bon, je ne vais pas répondre plus parce que je pense qu'on a suffisamment débattu de ces sujets-là. On n'a toujours pas projeté le tableau, donc moi je vous confirme, et puis je vous donnerai, monsieur Vasselin, le tableau des dépenses détaillées. Je vous confirme, le total est bien de 50 185,88. C'est le récapitulatif des dépenses pour l'association de football de Saint-Patu sur l'année 2024, et qui comporte le traçage des terrains, la tonte des terrains, le ménage, et puis ensuite les filets de foot, la peinture et les réparations de la traceuse, le traitement des taupes, les tontes de terrain du bas, un banc de douche, la régénération du terrain d'honneur, l'installation des lumières dans les tribunes, et le lot de 18 crochets doubles pour les buts de foot, etc. etc. Bon, voilà. Les matériaux, il y en a eu pour 40 000, et puis les services effectués pour 9 852, etc. Voilà, donc je le tiens à votre disposition, il n'y a pas de problème, ce n'est pas secret, ni même discret. Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, s'il y a des questions cette fois-ci dans le public, et après je vous proposerai de lever la séance. Pas de questions dans le public. Bah, écoutez, je vous remercie pour votre temps, votre présence. Ça y est, on arrive à vous projeter à l'écran.